Un millionnaire est revenu rendre visite à son ex-femme et à son fils après 3 ans de disparition sans laisser de traces, mais lorsque la porte s'est ouverte en grinçant, il s'est figé à la vue de l'intérieur. « Qui es-tu » La question est venue de derrière la porte entr'ouverte. Une voix d'enfant, rauque à cause du froid, arrêta Ethan dans son élan. Le petit garçon ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. Ses cheveux étaient collés à son front, ses yeux gonflés, ses bras serrant un ours en peluche sale. Debout devant la maison numéro 23, avec son toit en tôle à moitié effondré et sa porte en bois écaillé, Ethan Lavoie n'aurait jamais imaginé qu'il entendrait ces mots, pas par un après-midi gris et sombre. Il portait un manteau en cachemire gris foncé, se tenait silencieusement dans le quartier pauvre, tenant un morceau de papier usé dans sa main. Quelques lignes étaient griffonnées à l'encre bleue, l'écriture tremblante, comme quelqu'un essayant d'imiter un enfant. Si vous avez déjà été père, vous devriez savoir que cet endroit est plus froid que n'importe quelle prison. Pas de nom. Aucune signature. Juste une adresse. Ethan l'avait lu au moins 10 fois. Était-ce réel ou juste une blague cruelle? Il ne pouvait pas dire. Mais son cœur refusait de le laisser partir. Le bruit des pas résonnait à l'intérieur. Une femme sortit, s'appuyant contre le cadre de la porte pour garder l'équilibre. Elle était mince, enveloppée dans un vieux pull affaissé qui la protégeait à peine des hivers qu'il avait usés. Ses joues étaient creuses, sa peau pâle à cause des nuits blanches. Les cheveux épais et brillants qu'elle avait autrefois étaient maintenant tirés en arrière avec une cravate en tissu effiloché. Ses yeux, les mêmes yeux qui faisaient autrefois taire Ethan au milieu de n'importe quelle fête, étaient maintenant creux, fatigués, vidés de toute leur lumière. Anna. Son ex-femme. Ethan expira. Non pas à cause du froid, mais à cause de la culpabilité qui l'accable. Que faites-vous ici? La voix d'Anna n'était pas forte, mais elle était suffisante pour le faire se redresser. Derrière elle se trouvait une pièce étroite, faiblement éclairée par une seule ampoule apparente au plafond. Sur la table se trouvait un pot de porridge froid et nature et un petit bol de gros sel. Ethan le regarda pendant un long moment avant de pouvoir réagir. Diego frissonna de froid. Anna se pencha pour enrouler une autre écharpe autour de lui. Ethan recula, comme si une force douce mais inflexible le repoussait. C'est elle. Diego, c'est ça, murmura Ethan, ne sachant pas à qui il parlait. C'est trop tard. Il s'assit sans y être invité, prit une bouteille d'eau dans la poche de son manteau, la versa dans un vieux gobelet en papier et la fit glisser vers Anna. Elle n'y a pas touché. Je ne savais pas que c'était devenu si grave. Anna fit un léger sourire en coin. Il y a eu des moments où c'était bien pire que ça. Tu aurais dû me le dire. Je t'ai écrit plus d'une fois, personne n'a jamais répondu. Ethan a été pris au dépourvu par ces paroles, mais il a choisi de rester silencieux. Il se souvint de ce que Nora, sa proche cousine, lui avait dit un jour. Quand une femme est en colère, tout ce qu'elle écrit est empreint de poison. Il avait choisi de croire que. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Anna enveloppa Diego dans une autre écharpe et le plaça près du poêle. Le petit garçon n'a pas regardé Ethan. Il vient de jouer avec la ficelle de l'oreille de son ours en peluche. Il ne parle pas beaucoup, murmura Anna. Il a appris à rester silencieux quand quelqu'un crie. Ethan s'avança lentement vers Diego et s'accroupit. Veux-tu manger quelque chose? Je peux aller te le chercher. Il secoua la tête. Maman dit que je ne suis pas censé demander des choses. Demander n'est pas mal, tant que cela vient de la bonne personne. Diego le regarda plus longtemps cette fois. Ses yeux étaient rouges. Si tu es mon père, alors pourquoi es-tu venu seulement maintenant? Ethan n'avait pas de réponse. Toute explication qu'il avait était désormais inutile. Dehors, le ciel s'assombrit. Le lampadaire projetait une faible lumière à travers la fenêtre. Ethan se tenait à côté, regardant dehors. Derrière lui, Anna tenait Diego dans ses bras. Sa voix résonnait dans le silence. Si vous êtes ici par pitié, alors ne restez pas. Nous avons besoin de quelqu'un qui tient parole. Ethan se retourna. Je ne partirai pas, à moins que tu me le dises. Mais ne pensez pas que je suis venu pour m'excuser. Je suis venu pour recommencer. Anna n'a rien dit. Elle a simplement tiré la fine couverture plus haut sur son fils. Et laissa la porte derrière Ethan légèrement entr'ouverte. Non fermée. Pas invitant. Mais ne l'excluons pas non plus. Pour la première fois depuis des années,
Ethan sentit qu'il pouvait rester assis dans une pièce froide. Parce qu'au moins ici, il y avait des gens qu'il avait perdus autrefois. Et Ethan n'avait aucune idée que derrière cette porte à peine ouverte se trouvait une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Le léger tintement d'une cuillère contre le bol en porcelaine ressemblait à une cuillère tapotant sur le silence. Diego était assis recroquevillé sur la chaise en bois, ses cheveux emmêlés tombant bas, le nez reniflant. Ethan était assis en face de lui, les deux mains posées sur ses genoux, regardant le garçon qu'il pouvait enfin appeler son fils. Cette fois, il avait décidé de ne pas partir, comme il l'avait toujours fait auparavant. Après qu'Anna se soit retournée et se soit dirigée vers la cuisine, Ethan a discrètement retiré la montre de son poignet, l'a posée sur la table, puis a enlevé son manteau en cachemire et l'a accroché au clou rouillé près de la porte. Un geste petit mais délibéré. Comme s'il demandait à rester. N'offrant rien d'autre que son moi dépouillé. Anna se tenait près du poêle. Le feu suffit à peine à réchauffer le bol de porridge. Elle ne l'a pas regardé. Sa voix était stable. Le porridge n'est pas bon. Mais Diego n'a jamais rien eu d'autre. Donc il ne sait pas que c'est mauvais. Ethan fit un léger signe de tête. Comme un homme qui accepte une sentence. Diego sirotait cuillerée après cuillerée. Sans broncher. Sans aucun doute. Le garçon y était habitué. Tu penses que se présenter maintenant change quelque chose? Anna se tourna vers lui, ses yeux aussi froids que la nuit dehors. Il n'y a pas de place ici pour des gens comme vous. Les gens qui promettent de revenir mais ne le font jamais. Ethan n'a pas discuté. Il a juste gardé les yeux sur Diego. Qui utilisait son doigt pour essuyer les derniers morceaux de porridge du bord du bol. Les enfants apprennent vite à ne déranger personne. Un coup régulier est venu du porche. Pas urgent, mais familier. Comme quelqu'un qui connaît la porte depuis longtemps. Anna est sortie pour l'ouvrir. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux soigneusement attachés en arrière, de petite taille, une légère boiterie de la jambe droite, est entrée avec un sac en papier usé et un manteau effiloché aux épaules. Elle portait une canne en bois comme si c'était une extension naturelle de sa main. J'ai apporté des oignons verts et du gingembre. Les nuits froides comme celle-ci aggravent la toux. Elle a posé le sac sur la table. Elle s'est figée quand elle a vu Ethan. Je ne l'ai pas salué. Elle a juste détourné son visage. Tu es toujours en vie, hein? Je suppose que je pensais que je ne te reverrais jamais franchir cette porte. Eh bien, je suis surpris. Selena, dit doucement Anna, comme un avertissement. Selena haussa les épaules et jeta un coup d'œil à Diego. Comment va l'enfant? Puis elle se tourna vers Ethan. Son visage est illisible. N'as-tu pas dit que tu prendrais soin de toute ta vie? Ou peut-être que ma mémoire est aussi blessée que ma jambe. Ethan expira. Yeux baissés. Pour la première fois, il se sentait inutile. Mais il ne voulait toujours pas partir. Un autre coup à la porte. Cette fois plus doux et plus patient. Anna est allée l'ouvrir. Un vieil homme, d'environ 70 ans, se tenait là, vêtu d'un manteau de laine usée et d'un béret, tenant un sac en cuir cabossé. Son visage était mince et sévère. Où est Diego? Il a toussé toute la journée. Sa voix était rauque mais ferme. Bonjour, monsieur Marcel, dit doucement Anna. Oui, depuis ce matin. Monsieur Marcel s'est dirigé directement vers Diego. J'ai sorti un thermomètre. Et je n'ai rien demandé d'autre. Ethan était sur le point de parler, mais Anna secoua légèrement la tête. Ethan s'est rassis. Regardez. Diego est resté immobile. Il n'a pas résisté. Je suis juste resté silencieux. Ce garçon est clairement mal nourri. Et la façon dont il réagit aux adultes, ce n'est pas une peur ordinaire. Monsieur Marcel n'a pas levé les yeux. Il n'a pas peur des étrangers. Il a peur de ceux qui lui ont crié dessus, lui ont tiré le bras, ont fait pleurer sa mère. Il n'a pas peur des nouveaux visages. Il a peur des vieux souvenirs qui ressemblent à des gens. Les mots ont frappé Ethan comme une gifle. Il s'est figé. Le cœur se serre. Comme si quelqu'un avait mis la main à l'intérieur et l'avait pressé. Cette seule phrase l'a ramené en arrière. Retour au dernier après-midi où il a quitté Anna. Juste une seule valise. Le signe de tête. Et la croyance naïve que la distance ferait moins mal. Il avait cru autrefois que la pension alimentaire mensuelle ordonnée par le tribunal serait suffisante pour Anna et leur enfant.
Il pensait qu'il pouvait encore être un père responsable, même de loin. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que depuis le jour où il était parti, Diego n'avait jamais entendu parler de lui. Et Anna, la femme qui avait cru en ses promesses, se retrouva sans rien. Pas un centime. Pas un mot. Et maintenant, Ethan se demandait, y avait-il une sorte d'erreur? Soudain, la porte d'entrée trembla violemment. Un coup de pied violent. Des bottes lourdes grincent sur le parquet. Anna. Ouvre cette foutue porte. Pourquoi diable l'as-tu verrouillée? La voix, aiguë et familière, figea Anna. Diego tremblait. Selena resta immobile, sa canne serrée dans son poing. Monsieur Marcel tira rapidement Diego dans l'autre pièce. Qui est-ce? Demanda Ethan à voix basse. Henri, murmura Anna. S'il te voit ici, la situation va dégénérer. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mon ex-mari, ou plus honnêtement, quelqu'un dont j'espérais autrefois qu'il pourrait nous aider, Diego et moi, à nous remettre sur pied. Mais plus il restait, plus la situation empirait. Il ne reste plus rien que l'on puisse appeler la paix. Ethan serra les poings. Anna le regarda, ses yeux suppliants. S'il te plaît, va-t'en. Je ne supporterai pas que ça se reproduise devant Diego. J'ai vraiment peur. Ethan se leva, non pas pour fuir, mais pour battre en retraite. Parce qu'à ce moment-là, sa présence était devenue une menace. La porte s'est ouverte brusquement. Henri entra en trombe, le visage rouge, empestant l'alcool. Il aperçut Ethan et plissa les yeux, comme s'il doutait de ses propres yeux. Eh bien, regardez qui est revenu en rampant. Le gars qui a jeté les poubelles et qui veut maintenant les ramasser. Quelle blague. Anna s'est rapidement placée devant Ethan, le protégeant. Mais avant qu'elle puisse parler, Henri leva la main et la gifla. Dur. Faire le ménage. Elle tituba, une main sur sa joue, les yeux grands ouverts. Je ne pleure pas, je tremble juste. Selena se précipita en avant, sa canne en bois levée. Sors d'ici, Henri. Ce n'est pas un endroit pour tes conneries. Ethan s'est placé devant Anna. Sa voix était plus basse et plus ferme que jamais. Touche-la à nouveau, et je te jure, tu le regretteras. La pièce devint silencieuse. Henri hésita un instant, puis émit un rire amer et sortit en lui lançant un regard d'avertissement. Ethan se tourna vers Anna. Elle ne le regarda pas, elle secoua simplement légèrement la tête, tout en tenant fermement Diego. Avant de franchir la porte, Ethan s'arrêta. Il fouilla dans son portefeuille, en sortit une petite carte bancaire et la posa délicatement sur la table à côté d'un bol de porridge froid. Pour Diego, dit-il doucement, les yeux fixés sur Anna. Je ne peux pas racheter le temps que j'ai perdu, mais peut-être que je peux recommencer. Commencer petit, avec quelque chose comme ça. Il ferma doucement la porte derrière lui, ses yeux ne la quittant jamais. Je reviendrai. Anna ne dit rien. Elle a seulement attiré Diego dans ses bras. Le petit garçon serrait un ours en peluche déchiré, ses petites mains se resserrant autour de lui. Et Anna n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Cela changerait sa vie pour toujours. Après avoir quitté la maison délabrée d'Anna, Ethan conduisit lentement le long de la rue inondée. Son esprit était vide. Il n'est pas allé bien loin, juste à quelques pâtés de maison d'un petit hôtel, suffisamment proche pour surveiller sans attirer l'attention. Une fois enregistré, il a enlevé son manteau, s'est assis sur le lit et a immédiatement appelé son assistant. Sa voix était basse et ferme. J'ai besoin que tu récupères tous les documents liés au divorce avec Anna. Cela comprend les lettres, les dossiers juridiques, tout ce qui a été envoyé au bureau au cours des 3 dernières années. Je veux savoir s'il y a déjà eu une lettre qui a été oubliée ou mal gérée. L'assistant hésita un instant, puis répondit finalement. Oui. Je m'y mets tout de suite. Ethan était assis sur le bord du lit de l'hôtel, le dos droit comme s'il était tendu par une corde invisible. La pièce était petite, ses murs peints en gris pâle. Une lampe jaune tamisée projetait une lumière douce mais froide. La pluie frappait régulièrement contre la vitre, chaque goutte atterrissant sur l'auvent comme un coup résonnant dans sa poitrine. Sur la table se trouvait le vieux dossier de divorce. Ethan l'a ouvert page par page. Chaque feuille lui semblait être une preuve, témoignant de sa propre négligence. À l'époque, quelque chose n'allait pas. Le nom de l'avocat qui représentait Anna ne lui était pas familier ou ce n'était pas celui qu'elle avait déjà mentionné. Et plus troublant encore,
L'accord de partage des biens portait les mots suivants, signé volontairement. Se détachant comme la cicatrice la plus claire de la vie d'Ethan. Il se souvenait très bien de ce jour. Nora, sa cousine et également directrice financière de l'entreprise, lui avait apporté le document, l'exhortant à signer rapidement. Parce qu'Anna veut que cela soit fait le plus vite possible, avait-elle dit. Ethan serra fermement le dossier et passa un appel. David, j'ai besoin que tu revérifies tous les documents de mon divorce. Le nom de l'avocat d'Anna. Le contrat de patrimoine. Quelque chose cloche. Je t'enverrai des photos. Envoie-les. Je m'y mets ce soir, répondit David, son ami de longue date et conseiller juridique, sans hésiter. Ethan éteignit le moteur et resta assis sans bouger. Dans son esprit, les fragments brisés commençaient à se rassembler. Il se souvenait de la colère dans les yeux d'Anna quand elle avait dit. Personne n'a jamais répondu. J'ai écrit plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Cette phrase résonnait désormais clairement dans sa tête. Il se retourna vers les vieux dossiers, fouillant dans les enveloppes qui avaient été négligées depuis longtemps. Une par une, il rouvrit chaque lettre. Lire attentivement chaque ligne, chaque cachet postal. Rien d'Anna. Mais il y avait une lettre, de l'encre bleue, une écriture brouillonne. Ethan le ramassa, sa main figée dans les airs. Si vous étiez père, vous sauriez que cet endroit est plus froid que n'importe quelle prison. Il serra fermement le papier, une étrange sensation lui montant à la poitrine. La lettre était signée, Diego. Mais maintenant, Ethan n'en était plus si sûr. Un enfant n'écrivait pas des mots comme ça. Cela n'avait tout simplement aucun sens. Qui a écrit cette lettre, murmura-t-il. Il a réalisé qu'il ne rouvrait pas simplement le dossier de divorce. Il démêlait la vérité derrière la lettre qu'il avait ramenée dans cette maison. Dans un appartement en hauteur du centre-ville, Nora se tenait près de la cheminée électrique. Elle tenait un épais dossier, taché par le temps. Le nom d'Ethan était toujours clairement visible sur la couverture, ainsi que sa propre signature sur la ligne d'évaluation des actifs. Elle a allumé un briquet. La petite flamme léchait le bord du papier, se propageant plus rapidement une fois qu'elle atteignit la couverture cassante. Le visage de Nora ne montrait aucune émotion, mais ses yeux se rétrécirent avec intention. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. Au moment où l'autre bout du fil a décroché, elle a parlé d'une voix basse et aiguë. « Je t'ai payé, Henry. Tu as pris l'argent pour la faire taire. Pour le faire signer. Maintenant, garde ta bouche fermée. Si Ethan sent ne serait-ce qu'une bouffée de ça, ce n'est pas seulement toi. Nous perdons tout tous les deux. » Une inspiration brusque. Puis le silence. Compris. Nora raccrocha, immobile devant les papiers à moitié brûlés. Une brise se glissa à travers la fente de la fenêtre, soulevant les cendres dans un tourbillon qui formait une silhouette vague et informe. Son ombre vacillait sur le mur, tremblante, tachée. Sur la table, une vieille boîte à colis était ouverte. À l'intérieur, une pile de lettres manuscrites attachées avec un ruban argenté délavé. Lettres qu'Anna avait envoyées à Ethan. Jamais livrées. Nora fixait l'écriture familière et inclinée, ses lèvres serrées fermement. Elle les avait tous gardées et ne l'avait jamais regretté. Dans ses yeux maintenant, ce n'était pas le feu qui se reflétait. Mais une porte vers le passé, qui s'ouvre. Cette fois, peut-être pour de bon. Le lendemain matin, Ethan a rencontré Selena dans la petite clinique située à quelques pâtés de maison de la maison d'Anna. La pièce était pâle à cause de la lumière du matin. L'odeur de l'antiseptique se mêlait à l'odeur humide de la pluie, persistant encore sur le sol carrelé. Selena réorganisait l'étagère à médicaments. Son pied gauche boitait légèrement mais restait ferme. Son regard était concentré, comme si elle s'efforçait de ne pas penser à autre chose. « Je ne pensais pas que tu oserais revenir, » dit Selena, les yeux fixés sur les flacons de médicaments. « Peux-tu me dire ce qui s'est exactement passé entre Anna et Henry ? J'ai besoin de tout comprendre, avant que la situation ne dégénère. » Selena se tourna vers lui, soutenant son regard pendant un long moment. Ce n'était pas de la colère dans ses yeux, mais un regard lourd, comme si elle se demandait si Ethan méritait la vérité. Henry est apparu environ 3 mois après votre disparition. À ce moment-là, Anna était à peine elle-même. Elle n'a pas pleuré. Je ne me suis pas plaint. Je me suis tu, d'une manière qui était vraiment effrayante. Il est arrivé exactement au bon moment. Lorsqu'une femme a perdu tout espoir,
même une promesse aimable peut ressembler à un salut. Ethan serra légèrement la main. Et Diego? Anna a élevé Diego seul pendant près de 2 ans. Aucun support. Aucune nouvelle de toi. Elle a essayé d'envoyer des lettres, plus d'une fois. Mais je n'ai jamais reçu une seule réponse. Quand Henry est entré en scène, il a promis d'aider. Mais la vérité c'est qu'il a pris le contrôle de tout. Quel que soit l'argent que vous auriez pu lui envoyer s'il y en avait, il ne lui est jamais parvenu. Pas même une seule fois. Selena s'arrêta, plaça le dernier pot sur l'étagère, puis sortit un morceau de papier froissé du tiroir du bas. Elle la tendit à Ethan, voici le premier jet de la lettre. J'ai essayé de l'écrire comme un enfant maladroit, naïf, mais je n'ai pas réussi à dissimuler ce qui devait être dit. Ethan regarda le papier dans sa main, ses yeux parcourant lentement chaque ligne. Ses doigts tremblaient légèrement. Pourquoi as-tu fait ça? Anna le sait-elle? Demanda-t-il. Selena secoua la tête, la voix rauque, non, elle ne le fait pas. Si elle le faisait, elle m'en empêcherait. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Avant, j'attendais qu'on frappe à ma porte et qu'on ne vienne jamais. Je ne peux pas laisser Anna redevenir moi. Ethan se tourna vers la fenêtre. La lumière matinale perçait les nuages gris, projetant une douce lueur argentée sur Diego, assise tranquillement dans un coin, serrant dans ses bras son ours en peluche usé. Le regard de l'enfant était clair, mais il portait en lui un savoir bien trop lourd pour quelqu'un de son âge. Je ne laisserai pas ça continuer, dit Ethan d'une voix basse mais résolue. Même si je dois tourner chaque page. Selena hocha légèrement la tête. La dureté de son visage s'était estompée, laissant place à la lassitude, adoucie par une pointe d'espoir. Alors commence maintenant, dit-elle, pour quelqu'un comme Anna, le temps n'a jamais été un allié. Dehors, la pluie avait cessé. Mais à l'intérieur d'Ethan, une tempête commençait à peine à se lever. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était son assistant. Monsieur, je viens de vérifier le courrier interne. Plusieurs lettres ont été envoyées depuis l'adresse d'Anna à l'entreprise pendant votre séjour à l'étranger, mais elles étaient toutes signées par Nora. Ethan resta silencieux pendant plusieurs secondes, ses yeux devenant froids. Avez-vous des copies de reçus? Oui. Je les retire maintenant, et je vais vérifier ce qui a pu être retenu. Ethan raccrocha, le poing serré. Les lettres des appels à l'aide qui auraient dû lui parvenir avaient été délibérément avalées par quelqu'un. Et maintenant, le passé ne se contentait pas de frapper à la porte. Il exigeait d'être vu. Le matin était couvert. Les premiers rayons de soleil étaient cachés par la brume grise qui planait sur le quartier pauvre. Dans une petite cour en terre battue entourée de maisons de fortune, Diego jouait avec 2 enfants du quartier. Un vieux camion est passé en faisant un bruit de cliquetis, poussant un grand cri. Diego se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Dès que la silhouette d'Henri apparut à l'improviste au débouché de l'allée, la petite fille lâcha aussitôt son jouet, se précipita dans la maison et se glissa sous la table, comme par instinct, un réflexe de survie façonné par la peur. De loin, Ethan vit toute la scène. Il se tenait immobile dans son manteau sombre, le souffle coupé. La fille ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était simplement recroquevillée dans un silence absolu. Et ce silence frappa Ethan plus fort que n'importe quel cri ne le pourrait. Selena sortit de la clinique et croisa le regard d'Ethan. Elle ne dit rien. Se contenta d'un léger hochement de tête, comme pour confirmer, tu l'as vu. Ethan était assis dans le coin d'un petit restaurant, à côté de l'épicerie du coin. Une tasse de thé chaud venait d'être versée sur la table devant lui. Martha, la propriétaire du magasin, la soixantaine bien avancée, tira une chaise et s'assit en face de lui, les yeux plissés d'inquiétude. J'ai vu une fois cette petite fille enfermée sur le porche pendant une tempête de neige, juste pour avoir renversé un verre d'eau, raconte Martha. Elle était assise là, tremblante, tenant son ours en peluche, trop effrayée pour frapper à la porte. Ethan serra fermement la tasse de thé, ses lèvres pressées en une ligne dure. Pourquoi personne n'a appelé la police? Martha laissa échapper un lourd soupir. Le nom d'Henri est sur le bail. Si Anna le dénonce, il peut la jeter à la rue, elle est la fille. Et tu sais comment c'est. Les mères célibataires du coin n'ont pas beaucoup de choix. Cet après-midi-là, Ethan s'est rendu au commissariat local pour demander des informations sur d'éventuels abus impliquant Henri. Après près d'1 heure de recherche, l'agent est revenu. Nous n'avons trouvé aucun rapport officiel concernant un dénommé Henri dans le système.
personne n'a jamais porté plainte ni dénoncé son existence. Ethan se redressa, la voix basse. Et les vieux dossiers? Y a-t-il des traces de son passé? L'officier feuilleta quelques pages du dossier imprimé, les sourcils froncés. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse il y a 6 ans, dans une autre ville, mais l'affaire a été classée sans suite car la victime a refusé de coopérer. À part cela. L'agent hésita, il y a eu un incident où il a failli être poursuivi pour comportement violent sur un chantier. Mais l'entreprise a géré l'affaire en interne, il n'existe donc aucun dossier judiciaire. Henry n'était pas né brutal. C'était juste un raté, quelqu'un qui nourrissait une vague rancune envers le monde. Et le plus dangereux, c'est qu'il était facilement manipulable. C'est exactement pour ça que Nora l'a choisi, dit Ethan doucement. Il n'attendit pas de réponse. Il hocha simplement la tête et partit. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à la clinique locale, où le docteur Marcel examinait quelques enfants du quartier. Le vieux médecin leva les yeux, vit Ethan et lui désigna une chaise en bois près de la fenêtre. Diego se retourne sans cesse, dit le médecin. Il se réveille en pleine nuit, en sursaut. Ses yeux sont grands ouverts, mais il ne pleure pas, il serre simplement son ours en peluche et murmure des choses incompréhensibles. J'ai remarqué un vieux bleu sur son épaule, a-t-il poursuivi. Ça a peut-être été dû à un choc. Ou peut-être à autre chose. Mais tu sais ce qui m'inquiète le plus? Ethan resta silencieux. Aucune blessure n'est plus profonde que le silence d'un enfant, a déclaré le médecin. Elle ne parle pas, car elle a peur que personne ne la croie. Et cela ronge son estime de soi, petit à petit. Ce soir-là, Ethan était assis dans sa chambre d'hôtel, feuilletant un dossier numérique que David, son ami proche et avocat, lui avait envoyé par courriel. David était calme, intègre, un camarade de classe d'Ethan à la faculté de droit, et l'avait aidé à gérer plusieurs litiges commerciaux difficiles au fil des ans. Certaines choses commençaient à devenir claires. Le prétendu représentant légal d'Anna n'avait jamais été inscrit au barreau. Les démarches de transfert d'actifs avaient été effectuées par un intermédiaire, une personne recommandée par Nora. Une chaîne de relations commençait à se former. Et au cœur de celle-ci, il n'y avait pas que Henry. C'était aussi le propre cousin d'Ethan. Ethan a pris le téléphone et a appelé David. Préparez les papiers. Je veux poursuivre Henry pour maltraitance infantile et rouvrir toute la procédure de divorce. Mais cette fois, il nous faut des preuves plus solides pour porter plainte. Commencez à filmer les caméras de surveillance du quartier. Parlez aux voisins qui pourraient témoigner. Et rassemblez le dossier médical de Diego. Je veux toutes les informations qui pourraient contribuer à le traduire en justice. Plus tôt ce matin-là, dans la petite maison exiguë, Henry s'était réveillé, déjà furieux après avoir bu une tasse de café froid. Il avait fait tomber la tasse par terre, des éclats se dispersant sur le carrelage. Anna s'agenouilla silencieusement pour ramasser les morceaux, les mains tremblantes. Diego se recroquevilla dans un coin, serrant son ours en peluche, les yeux écarquillés et immobiles. Henry les fusilla du regard, puis arracha son manteau du crochet mural si brutalement qu'il effleura le visage d'Anna. Il sortit sur le porche et sortit son téléphone, la voix basse et rauque, les dents serrées. Ce n'est pas fini. Je ne peux pas la faire taire s'il continue à traîner ici. Une voix de femme à l'autre bout du fil répondit froidement. Garde ça secret. Les choses commencent à se dégrader, Henry. Ne laisse rien d'autre échapper. Chaque mois, Henry recevait un paiement régulier ou une expiation discrète pour un passé irréfléchi, déguisé en pension alimentaire post-divorce de la part d'Ethan. Il n'en avait jamais parlé à Anna. Il détenait l'acte de propriété, interceptait le courrier et charmait les autorités locales comme un partenaire de confiance sur le papier. En réalité, chaque dollar qu'il gagnait était dépensé en alcool, en jeux d'argent et en éclats bruyants et insensés. Anna ignorait totalement qu'Ethan continuait à envoyer de l'argent. Elle pensait qu'il avait rompu net, les abandonnant complètement, elle et Diego. Et Diego. Le petit garçon, qui n'avait jamais été tenu par son père, grandit en mangeant du riz nature trempé dans de l'eau salée. Dans le froid de l'hiver, il portait 3 couches de vêtements, mais elles ne suffisaient pas à le tenir chaud. Certains jours, la mère et le fils ne partageaient rien de plus qu'une demi-pomme de terre rôtie, assis tranquillement et regardant les lumières vives qui brillaient dans le pâté de maisons voisins ou des lumières qui appartenaient à des vies très éloignées de la leur. Pendant ce temps, Henry vivait comme s'il avait droit au confort. Il portait les vestes qu'Anna avait lavées,
buvait de la bière pendant qu'elle frottait la vaisselle avec une eau si froide qu'elle lui piquait les mains jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges et irritées. Chaque fois qu'Anna osait lui demander de l'argent, il grognait « Tu crois que vous nourrir tous les deux est gratuit ? Dans cette maison, c'est moi qui décide. » Et chaque fois que Diego laissait tomber un bol ou pleurait trop fort, l'ombre d'Henri tombait sur la pièce comme une menace silencieuse et imminente. Pire encore, Anna s'était trop habituée au silence. C'était devenu l'option la plus sûre. Elle n'avait plus la force de discuter, plus la foi de poser des questions. Elle subissait, tout simplement. Henri, se faisant passer pour un père de substitution, continuait à marcher dehors comme s'il avait fait la paix avec le passé. Mais derrière cette porte en bois pourri, deux vies étaient lentement anéanties jour après jour par l'argent même qu'Ethan avait envoyé au nom de la responsabilité. Tôt le lendemain matin, Diego était assis tranquillement sur le pas de la porte, un ours en peluche serré dans ses petites mains. Ethan s'approcha et s'accroupit pour le regarder dans les yeux. Le garçon s'est légèrement reculé. « Ça te dérange si je m'assois ici un moment, Diego ?» demanda doucement Ethan. Le garçon hocha légèrement la tête, les yeux toujours détournés. Ethan ne le toucha pas. Il resta assis à côté de lui en silence. Au bout d'un moment, Diego prit la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maman dit que tu n'es pas comme lui. Mais, si je fais quelque chose de mal, est-ce que tu te fâcheras contre moi ?» Ethan regarda le garçon pendant un long moment, puis prit une profonde inspiration, stabilisant l'émotion dans sa voix. « Non, Diego. Je ne suis pas ce genre de personne. Je t'écouterai. Je resterai, si tu es d'accord. » Diego remua. Puis, prudemment, il appuya sa tête sur l'épaule d'Ethan. Sa voix s'éleva à nouveau, incertaine mais pleine d'espoir. « Puis-je t'appeler papa ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. À cet instant, alors que l'enfant reposait contre lui, un flot de vieux souvenirs refit surface. Il se souvenait de l'époque où Nora, sa cousine et directrice financière, l'avait poussé à partir en Europe pour superviser un nouveau projet immobilier. À l'époque, Anna et lui se disputaient. Rien de grave, juste de la tension. Il pensait qu'un peu de distance les aiderait à se calmer. Il est donc parti, ignorant que quelques semaines plus tard, Anna demanderait le divorce. Nora lui avait dit que les papiers avaient été rédigés à l'initiative d'Anna. Elle l'avait exhorté à les signer rapidement pour éviter les complications médiatiques. Ethan, confiant en elle, avait signé. Mais maintenant, avec le recul, tout était allé trop vite. Il n'aurait jamais imaginé que, niché entre ces pages juridiques froides, se trouvait un enfant, son enfant, grandissant dans un monde complètement absent de la présence de son père. Ethan serrait doucement Diego dans ses bras, comme s'il essayait de retenir un fragment du passé qu'il avait jadis laissé échapper. Cette fois, il n'allait rien perdre d'autre. Dehors, le soleil matinal perçait à travers les nuages fins. Un nouveau chapitre commençait, où un père repartait de zéro et un enfant commençait lentement à apprendre à faire confiance. Une vie qui n'est plus uniquement façonnée par la peur. Le bureau de l'avocat David était perché en hauteur dans un immeuble ancien, niché dans un quartier commerçant calme. Tard dans la nuit, des néons projetaient une faible lueur sur un bureau encombré de vieux dossiers. Le doux claquement des touches du clavier et le bruissement régulier du papier résonnaient dans le silence. David et Ethan avaient géré ensemble d'innombrables procès, mineurs ou monumentaux. Mais celui-ci, c'était personnel. Et personnel, c'était rare. Suffisamment rare pour ébranler le sang-froid d'Ethan. Il se pencha sur le bureau, les deux mains fermement posées, les yeux rivés sur un exemplaire du dossier de divorce. Les mots lui étaient familiers, et pourtant soudain étranges. Quelque chose clochait. Il le sentait comme la vérité qui s'agitait sous des couches de poussière. « Regardez bien le nom de l'avocat d'Anna », dit David en désignant la dernière note en bas de page. Cette personne n'était même pas officiellement agréée à l'époque. En fait, son dossier personnel n'existe que grâce à une société tierce que j'ai retrouvée. « Et cette entreprise ?» demanda Ethan. « C'est Nora qui m'a recommandé ça. » Les sourcils d'Ethan se froncèrent. « Vous dites que Nora a engagé un faux avocat pour manipuler le divorce ? Ce n'est pas tout. » David glissa un autre dossier sur le bureau. « Voici le procès-verbal de transfert d'actifs. Une partie de vos actions immobilières, marquées comme détenues temporairement, a ensuite été transférée dans une fiducie gérée par Nora. La signature est la vôtre, certes, mais la procédure ? Hors registre. Trop rapide.
Pas de conseil juridique indépendant. Les poings d'Ethan se serrèrent. J'ai aussi trouvé une copie de la lettre de divorce qui vous a été envoyée. Elle affirme qu'Anna a refusé tout contact, mais l'écriture. David marqua une pause. C'est à Nora. Ethan se figea. Il avait fait confiance à Nora sans l'ombre d'un doute. Elle était sa cousine, sa constante durant sa jeunesse, celle qu'il avait soutenue lors de ses premiers échecs. Comment aurait-il pu imaginer que la personne qu'il considérait comme sa famille utiliserait cette confiance pour rompre le lien entre lui et la femme qu'il avait autrefois aimée et l'enfant dont il ignorait même l'existence? L'atmosphère s'épaissit. Ethan eut l'impression d'être transporté dans le passé, à cette époque en Europe, submergé par ses projets, convaincu qu'Anna avait choisi de s'en aller. Maintenant, il le savait, ce n'était pas le choix d'Anna. Dans un autre quartier de la ville, Nora était assise dans son appartement haut de gamme. Le parquet brillait sous une chaude lumière jaune. Un verre de vin rouge scintillait dans sa main. Sur la table se trouvait une pile de vieilles lettres manuscrites. L'adresse de retour, le quartier pauvre où Anna avait vécu. Ces lettres n'étaient jamais parvenues à Ethan. Nora en prit un et relut quelques lignes familières. Ethan, si tu lis ceci, viens. Ton fils a besoin de toi. L'écriture d'Anna. Penchée. Familière. Nora laissa échapper un petit rire sec, puis alluma une allumette. Le coin de la lettre a pris feu. Juste à ce moment-là, le téléphone sonna. Elle décrocha d'une voix froide et tranchante. Assurez-vous que personne ne parle. Surtout pas la fillette, ni son petit ami blessé. Si quelque chose fuit, vous savez ce qui vous attend. La voix d'Henri résonna à l'autre bout du fil, calme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Ethan, il n'est pas du genre à s'en aller. Alors tu ferais mieux de nettoyer. Je m'occupe du reste. Elle a raccroché. Elle resta un instant immobile. Dans la cheminée, les cendres des lettres s'élevaient comme une ombre silencieuse, vestige d'une blessure qu'elle ne permettrait à personne de toucher. De retour dans le bureau de David, Ethan serrait fermement le dossier. Je rouvre tout, David. Pas pour moi. C'est pour Diego et Anna. On met Henri au grand jour. Et celui qui est derrière lui. David hocha la tête. Commençons ensuite par le compte reliant Henri et Nora. J'ai repéré quelques virements suspects il y a 3 ans, juste au moment où Henri a emménagé avec Anna. Ethan regarda son ami, la voix calme mais inflexible. Cette fois, personne n'est laissé pour compte. Ce qui s'éveillait en lui n'était plus seulement de la colère. C'était un vœu silencieux. Il trouverait les preuves. Il dévoilerait la vérité. Non seulement pour obtenir justice, mais aussi pour protéger ce petit garçon. Cette femme. De ceux qui les avaient forcés à vivre dans l'ombre. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre où le passé n'était plus une chose à fuir, mais une lumière à suivre. Une lumière qui pousserait Ethan à l'affronter, à agir et à réparer les dégâts. Tôt le matin. La pluie avait cessé lorsqu'Ethan se tenait devant la porte d'Anna. Il tenait un récipient de porridge chaud et une plaquette de médicaments contre la fièvre. Son esprit bouillonnait. Il frappa doucement sur la porte patinée, cette fois sans hésitation. Le loquet en fer s'ouvrit en grinçant. Anna apparut. Les cheveux hâtivement attachés en arrière, vêtue d'un pull fin et froissé. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses joues étaient creuses. Son regard était gris, comme le ciel fatigué, distant. « Diego a de la fièvre, n'est-ce pas ?» demanda Ethan. « Tu n'as pas de médicaments, n'est-ce pas ?» Anna ne répondit pas au début. Puis, lentement, elle s'écarta. Ethan entra, enleva son manteau et posa le porridge sur la table. Sans attendre qu'on le lui demande, il vida les pilules dans de l'eau tiède, remua doucement et plaça la tasse à côté du lit. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Anna doucement, sans le regarder dans les yeux. « Je peux me débrouiller. Considère ça comme un petit déjeuner. » Pour Diego, répondit Ethan. Calme. Posé. Dans la petite pièce, Diego était allongé, recroquevillé sous la couverture, tremblante. Elle cligna faiblement des yeux tandis qu'Ethan se penchait pour examiner son front. Ça brûlait. Elle a besoin d'un médecin, dit Ethan. Je pensais que ça passerait, murmura Anna, l'inquiétude grandissante. Mais elle a été brûlante toute la nuit. Je vais chercher le docteur Marcel. Ethan se tourna pour partir,
juste au moment où un bruit aigu perça l'air. Les freins ont crissé. Une portière de voiture a claqué. Par la fenêtre embrumée par la poussière, la silhouette d'Henri passa. Tête basse. Épaules voûtées. Il ne regarda pas à l'intérieur. Il est simplement entré rapidement dans la maison de l'autre côté de la rue. Anna se figea. Ethan resta immobile. Personne ne dit un mot. Dehors, dans le couloir de la petite clinique, le docteur Marcel venait de terminer l'examen de Diego. Il fronça les sourcils. C'est une fièvre virale. Le garçon est déshydraté et faible. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Avez-vous une assurance maladie? Anna pinça les lèvres. Avant qu'elle puisse répondre, Ethan prit la parole. Sinon, je prends en charge les frais. S'il vous plaît, faites ce qui est nécessaire. Alors qu'Ethan sortait chercher de l'eau, il fut surpris de trouver Anna qui l'attendait dans le couloir. Elle se tenait debout, les bras croisés, le regard perdu dans son acuité, simplement fatiguée. Ils restèrent un long moment silencieux. Le seul bruit était l'écho des pas du docteur qui s'estompait dans le couloir. Anna a parlé la première. J'ai vu, elle souriait dans son sommeil. La première fois depuis des mois. Ethan hocha légèrement la tête. Je ne te demande pas pardon. Je veux juste arranger les choses, pas pour toi, pour Diego. Anna se tourna légèrement vers lui, les yeux embués. Mais pourquoi? Pourquoi pas un seul mot en 3 ans? Pas un message, pas une seule fois? Ethan resserra sa prise sur le gobelet en papier dans sa main. J'ai cru Nora. Elle m'a envoyé les papiers du divorce, elle m'a dit que tu ne voulais plus de contact. J'étais à Zurich à ce moment-là, submergé par les échéances. Tout est arrivé d'un coup et, j'ai été assez stupide pour ne rien remettre en question. Anna détourna le regard et expira doucement. Henri est arrivé quelques mois après ta disparition. J'étais épuisé, sans argent, sans soutien, je ne savais même pas où tu étais. Henri, il semblait être quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui se souciait de moi. Et Diego avait besoin d'un foyer. La voix d'Ethan baissa. Mais il ne t'a pas donné ça. Au début, oui. Puis est venu le contrôle. Les cris. La violence. Mais je n'avais pas le choix. Chaque fois que j'essayais de partir, il menaçait de nous mettre dehors, Diego et moi. Cette maison, elle appartenait à mon père, mais elle a fini par être à son nom. Ethan fronça les sourcils, les paroles précédentes de David résonnant dans son esprit. Je ne sais pas pourquoi, les documents, la pension alimentaire, je n'en ai jamais reçu. J'ai écrit des dizaines de lettres. Mais tu n'as jamais répondu. Et j'ai pensé, que tu m'avais peut-être vraiment tourné le dos. Il leva une main pour se couvrir le visage. Une partie de la vérité avait éclaté au grand jour, mais derrière elle se cachait Nora et un plan qu'il n'avait pas encore pleinement perçu. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Ethan sonna. C'était David. Ethan, j'ai trouvé un virement suspect provenant d'un des fonds d'investissement de Nora. Il a été transféré vers un compte intermédiaire. Celui qui l'a retiré? Demanda Ethan, la voix déjà tendue. Henri. Au même moment où il a commencé à vivre avec Anna. Ethan grogna entre ses dents serrées. Elle a utilisé mon argent, pour payer l'homme qui a abusé de mon enfant. C'est pire que ça, poursuivit David. La maison où Anna vivait avec Diego était au nom de son père. Mais les documents de transfert? La signature confirmant le changement de propriétaire? C'était celle de Nora. En fin d'après-midi, Diego s'était enfin endormi. Anna était assise en silence à son chevet, les yeux cernés. Ethan revint avec une tasse de café chaud et la posa délicatement devant elle. Tu as besoin de te reposer un peu. Anna le regarda. Non, merci. Plus de mots. Juste ses mains tremblantes, tendant lentement la main vers la tasse. Au bout du couloir, une silhouette en manteau noir se tenait toujours là. Quand Ethan se retourna pour regarder, l'homme se détourna et disparut au coin de la rue. Personne ne savait qui il était. Mais sa présence était indéniable, signe silencieux de l'avancée des ténèbres. 3 jours après son admission, la fièvre de Diego avait baissé. Mais Ethan, il ne dormait plus paisiblement. Ce matin-là, il avait quitté le motel sans un mot à Anna. Dans sa main se trouvait une liste. Une liste de personnes qu'il devait rencontrer, des personnes qui avaient vu, qui avaient entendu ou qui avaient choisi de garder le silence.
Les lumières étaient encore allumées à la clinique du quartier quand Ethan arriva pour voir Selena. Elle était assise à son bureau, en train de classer ses carnets de médicaments. Ses yeux étaient rouges, mais son regard restait perçant. « Je n'ai pas l'habitude des tribunaux », a déclaré Selena après qu'Ethan lui eut expliqué ce dont il avait besoin. « Mais si le moment est venu, je dirai tout ce que j'ai vu. J'ai vu Henry enfermer Diego sur le porche, en plein hiver. J'ai vu Anna cacher ses bleus sur les bras avec ses manches longues. » Ethan hocha la tête en guise de remerciement. Après Selena, il rendit visite à Monsieur Marcel, le vieux médecin qui avait soigné Diego à de nombreuses reprises. « Je n'ai pas de dossier médical officiel », a admis le médecin. Anna a toujours refusé d'ouvrir un dossier médical. Mais je me souviens de chaque blessure. De chaque ordonnance. Je suis prêt à témoigner. Ethan se dirigea vers la petite épicerie au bout du pâté de maison, où Madame Martha réapprovisionnait les rayons des snacks. Ce petit Henry a un jour interdit à Diego d'entrer dans mon magasin, le traitant de trop indiscipliné. J'ai vu sa mère pleurer si fort qu'elle s'est évanouie juste devant la porte. Si tu as besoin qu'une vieille femme te dise la vérité, j'irai avec toi. Ce soir-là, dans le bureau de David, les deux hommes étaient assis face à face. Un rapport financier détaillé était étalé entre eux. David a pointé du doigt une série de dates surlignées en rouge. Voilà. Les actifs du fonds de votre entreprise ont été transférés sur un compte fantôme au nom d'un intermédiaire. 3 mois plus tard, Henry a commencé à retirer des sommes régulières de ce compte. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait accès, a poursuivi David, à moins que quelqu'un ne lui donne le feu vert. Les yeux d'Ethan se fixèrent sur un nom imprimé dans les documents. Anne Rutherford. Nora, dit-il. Elle a fait ça, avant même mon départ. Elle a donné l'argent à Henry. Elle a engagé un faux avocat. Elle a contrôlé les communications internes de l'entreprise. Mais elle est trop prudente, répondit David. Presque aucune preuve directe. Il nous faut des témoignages. Et peut-être, une confrontation directe. Nora était assise dans son bureau, fixant froidement le courriel du tribunal. C'était une invitation officielle à coopérer à une enquête. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle prit le téléphone et composa un numéro. Henry répondit. « Je t'avais dit de la fermer, siffla-t-elle. Et maintenant, ils traînent tout ce quartier délabré comme témoin. À quoi pensais-tu » La voix d'Henry résonna dans le haut-parleur, confuse et anxieuse. « Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Je pensais qu'il bluffait. » Nora serra le poing, sa voix était tendue et délibérée. « À partir de maintenant, tout repose sur toi. J'ai été forcé à le faire. Je ne sais rien de l'agression. La maison est à ton nom. Tu as pris l'argent. Tu l'as. » Henry rétorqua sèchement. « Et l'argent de la société de ton cousin ? Tu m'as dit de prendre quelques centaines de millions temporairement parce que j'avais eu un accident de voiture de fonction en état d'ivresse. Tu as nettoyé le bazar. Tu as dit que je n'avais qu'à jouer les maris attentionnés. Papier, transfert, tu t'occuperais de tout. Et maintenant, tu me laisses tout sur le dos ? » Nora resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a raccroché, froidement, sans un mot. Il n'avait pas tort. Pas entièrement. Et c'était le point qu'elle ne voulait pas que quiconque évoque. 1 heure plus tard, Henry était assis seul dans sa vieille voiture, garée sur le terrain vague derrière la zone industrielle. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait le numéro d'Ethan. Des sueurs froides coulaient le long de son dos, même si les vitres de la voiture étaient embuées par la condensation. « C'est moi », dit Henry d'une voix à peine assurée. « C'est Henry. Je sais qu'elle envisage de s'enfuir, j'ai des preuves, des virements bancaires, une vieille conversation enregistrée, mais je veux une protection, et je coopérerai si vous êtes d'accord. » Ethan se redressa sur son siège, sa voix basse et froide. « Je suis d'accord, mais cette fois, n'essayez rien. » Henry resta silencieux quelques secondes, puis parla d'une voix rauque. « Je veux juste rester en vie, au-delà de ça, quoi que tu veuilles savoir, je te dirai tout. » Il s'arrêta pour reprendre son souffle, comme s'il extrayait des souvenirs d'une fosse immonde. « À l'époque, je venais de me faire virer pour une bagarre en état d'ivresse, j'avais détruit une foreuse d'1 million de dollars sur le chantier, je n'avais pas d'argent, je ne pouvais même pas obtenir de bail sans la signature d'un autre employé. C'est là qu'elle est venue voir Nora. Sa voix devint amère. Elle savait tout de moi, d'Anna, de ton départ. Elle m'a dit que si je pouvais prendre soin d'elle et de l'enfant,
elle rembourserait mes dettes, mettrait le bail à son nom et m'enverrait une pension alimentaire régulière. Tout ce que j'avais à faire était de garder Anna à portée de main. La garder, répéta Ethan d'une voix tranchante comme une lame. Henri prit une inspiration. Pas comme ça, assure-toi juste qu'elle n'en parle à personne, surtout pas à toi. Elle avait peur qu'Anna raconte tout, les lettres, le divorce. Elle a dit, si ce garçon ouvre la bouche, ma vie entière s'effondrera avec lui. Ethan ne dit rien pendant un long moment. Puis il resserra sa prise sur le téléphone. Envoyez l'enregistrement et le reçu du virement à mon avocat. Ce soir. Henri hocha la tête. Ethan ne pouvait pas le voir, mais dans ce bref silence, il eut l'impression, pour la première fois depuis longtemps, qu'Henri faisait la bonne chose. Lorsque l'appel a pris fin, Ethan n'est pas parti tout de suite. Il était simplement assis là, les phares projetant une lueur pâle contre le pare-brise, comme un fin voile de brume. Il ne se sentait pas victorieux. Tout ce qu'il ressentait était un creux profond en lui, comme un puits où aucune vérité, aussi exposée soit-elle, ne pourrait jamais ramener ce qui était perdu. Alors que David examinait les documents de transfert de propriété, une vieille enveloppe a fait surface parmi les documents personnels de Nora ou des papiers qu'Henri avait secrètement pris dans son armoire lors d'un nettoyage de routine qui lui avait été confié. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres manuscrites, soigneusement scellées. Chacun d'eux portait l'écriture inclinée distinctive d'Anna. Il s'adressait spécifiquement à Ethan. David les remit à Ethan, son expression grave. Vous devriez lire ces informations, vraiment. Ce ne sont pas des preuves juridiques, mais elles contiennent la vérité que vous devez connaître. Ethan les ouvrit tranquillement un par un. Chaque ligne ressemblait à une lame lente s'enfonçant dans sa poitrine. Ethan, si tu lis ceci, reviens s'il te plaît. Notre fils a besoin de toi. Je ne comprends pas pourquoi tu as disparu. Mais j'espère toujours une réponse. Je n'étais pas assez fort pour affronter tout ça tout seul. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Il m'a demandé, est-ce que papa existe vraiment ou est-ce que tu l'as inventé pour me faire plaisir? Je ne savais pas quoi dire. Ethan posa son coude sur son front, les yeux bordés de rouge. Ces lettres ne lui étaient jamais parvenues. Et peut-être que si un seul était arrivé au bon moment, tout aurait pu se passer différemment. David posa une main ferme sur l'épaule de son ami. Maintenant, tu as tout, les souvenirs, la vérité, un témoin. La question est, que vas-tu faire maintenant? Ethan leva les yeux, sa voix rauque mais inébranlable. Jusqu'au bout. Tôt le matin, l'équipe d'enquête spéciale a effectué une descente dans un appartement de location quelconque sur la côte sud de la ville. Après des jours de traque grâce à des transactions par carte de crédit et des images de surveillance, Nora Rutherford a finalement été placée en garde à vue. Lorsque la police a lu le mandat d'arrêt, elle n'a pas résisté. Elle a simplement esquissé un léger sourire, le genre de sourire de quelqu'un qui sait que l'acte final est arrivé. Dans le palais de justice de la ville, l'air de la salle d'audience était lourd d'un silence tendu. Ethan était assis au premier rang à côté de son avocat David. De l'autre côté de l'allée, Nora entra, l'air calme, vêtue d'une robe gris pâle et sans maquillage. Henri, l'air épuisé et terrifié, a été escorté par des policiers. Le juge a ouvert les débats, annonçant le début des procès civils et pénaux concernant la fraude financière, la maltraitance d'enfants et la falsification de documents liés au divorce entre Ethan et Anna Stevenson. David a commencé par présenter un aperçu structuré des preuves, des transferts financiers de la société d'Ethan vers un compte contrôlé par Nora, des documents de divorce montrant une écriture falsifiée, des témoignages de voisins et un médecin confirmant des signes de maltraitance sur Diego. Selena a été appelée en premier. Elle se tenait debout, sa voix ferme et claire. C'est moi qui ai écrit la lettre à Ethan, pas Anna. Elle n'en savait rien. Je ne pouvais plus rester les bras croisés à regarder la mère et son fils souffrir. Monsieur Marcel s'est présenté avec des dossiers médicaux non officiels. Diego a une cicatrice à l'épaule gauche, une déchirure causée par un objet dur, ce qui n'aurait pas pu être le cas. Je l'ai soigné en secret, car sa mère avait peur des représailles. Henri fut ensuite appelé à la barre, la tête baissée. J'ai accepté l'argent de Nora. Au début, pour me taire, puis pour jouer mon rôle, celui du mari, du père, mais je ne savais pas qu'elle avait tout planifié comme ça. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Nora a repoussé. Ces paiements ne me concernent pas. Je n'ai jamais personnellement signé aucun de ces documents. La pièce devint silencieuse lorsque David fit écouter l'enregistrement d'un appel téléphonique entre Henri et Nora.
On pouvait clairement y entendre Nora dire. Je t'ai ouvert la voie. Tu n'as plus qu'à jouer ton rôle. Cette gamine, moins elle parle, mieux c'est. Les yeux de Nora brillaient d'un soupçon de peur. Mais elle s'est quand même levée, face à Ethan et à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Il a toujours été celui que les gens aimaient. Celui qu'ils choisissaient. Et moi? J'ai travaillé tout autant, j'ai porté autant de fardeaux, mais personne ne m'a jamais remarqué. Encore et encore, Ethan a été qualifié de génie, et j'étais juste le cousin travailleur. J'ai vécu avec ça pendant des années, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je voulais juste reprendre quelque chose pour moi. Quand j'ai découvert qu'Anna était enceinte, j'ai su que si cet enfant naissait et qu'Ethan restait à ses côtés, je serais laissé pour de bon. Je voulais juste donner un petit coup de pouce au cours. Si seulement le voyage d'Ethan durait plus longtemps. Si seulement la lettre ne lui parvenait jamais. Si seulement Anna croyait qu'il l'avait quitté. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait ainsi. Ethan serra fermement la coudoir. Derrière lui, Anna était assise, sous le choc, les yeux vides. Marthe pleurait. Marcel secoua la tête. Selena baissa la sienne, sa main serrant l'ourlet de sa robe. Le juge a finalement parlé, brisant le lourd silence. L'intention n'efface pas les conséquences. Tu as commis une erreur, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Nora s'est assise. Le défi disparut de son visage. Elle n'était plus une combattante. Juste une femme qui avait perdu, non pas à cause de preuves, mais parce que la jalousie l'avait poussée trop loin. Ethan se tenait debout, la regardant directement. On peut être jaloux. On peut se sentir négligé. Mais pourquoi choisir de laisser un enfant innocent grandir dans l'ombre? Tu n'as pas seulement trahi ma confiance, tu as volé à ce petit garçon sa chance d'avoir une vraie vie. Tout ce que j'essayais de protéger, tu l'as anéanti sous ton envie. Le juge a donné un dernier signe de tête, mettant fin à la première audience. Le procès durerait plusieurs jours. Mais le tournant était arrivé. La vérité n'était plus un mystère. Quand Ethan sortit de la salle d'audience, la lumière de midi toucha son visage, douce comme une promesse. De l'autre côté de la rue, Anna et Diego attendaient. Diego courut vers lui, enroulant ses bras autour de sa jambe. Anna se tenait immobile sur le trottoir, les yeux brillants de larmes. Elle n'avait jamais imaginé que les choses allaient si loin. Je n'avais jamais osé croire que la personne la plus proche d'Ethan était celle qui l'avait entraîné, elle et leur fils, dans l'obscurité. Je suis désolé, dit Anna, la voix tremblante. Pour ne pas t'avoir cru, pour avoir pensé que tu nous avais quittés. Ethan secoua simplement la tête, puis la tira doucement dans une étreinte silencieuse. Offrir du réconfort sans parole. Dans la décision préliminaire annoncée la semaine suivante, Nora Rutherford a été condamnée à 7 ans de prison pour falsification de documents, manipulation juridique et aide à la dissimulation de maltraitance d'enfants. Le tribunal a reconnu les graves dommages psychologiques que ces actes avaient causés aux victimes et à leurs familles. Henry Clarkson, ayant choisi de coopérer et de fournir des preuves, a obtenu une réduction partielle de sa peine. Il a néanmoins été condamné à 4 ans de prison pour abus et exploitation financière. Au tribunal, il a baissé la tête, sans présenter d'excuses. La maison qui avait autrefois appartenu à Henry, le même endroit où Anna et Diego avaient vécu dans le froid et la peur, a été officiellement ordonnée par le tribunal pour être restituée à Anna Stevenson. Cela était conforme à l'accord de propriété initial issu du divorce manipulé il y a des années. Ethan a refusé toute revendication de propriété. C'est là qu'il devrait recommencer, pas moi. Un mois après le procès, le petit quartier où Anna et Diego avaient vécu semblait enveloppé d'une nouvelle peau. Les murs délabrés ont lentement disparu, remplacés par de nouvelles briques rouges et des fenêtres chaleureusement éclairées, comme un cœur ravivé après un long et rigoureux hiver. Ethan a personnellement supervisé la rénovation de la vieille maison. Il n'était plus l'homme en cravate et en réunion, enfoui dans les graphiques et les délais. Il portait désormais un t-shirt, les mains tachetées de peinture, transportant des briques aux côtés des ouvriers, mesurant chaque fil et chaque poutre. La cuisine, qui n'abritait autrefois que du porridge léger, brillait désormais de bois clair, d'une nouvelle cuisinière à gaz et d'une table à manger confortable. Au centre de cette table, parmi tous les plats copieux, Ethan a placé un petit bol de sel blanc, un clin d'œil discret à la nuit où il est revenu et où tout a commencé à changer. Selena, avec le soutien d'Ethan, a subi une chirurgie corrective dans un hôpital réputé. Après sa guérison,
elle a ouvert une petite boutique de tailleur à côté de l'épicerie de Madame Martha. Les deux femmes qui autrefois se tenaient discrètement derrière Anna étaient désormais partenaires, rétablissant non seulement le lien mais aussi la confiance dans le quartier. Monsieur Marcel, avec son expérience et son dévouement discret, a été invité par Ethan à servir de conseiller médical auprès d'une association caritative nouvellement créée. La Fondation pour la santé communautaire, nommée d'après Diego, a été créée pour aider les enfants défavorisés à accéder aux soins médicaux de base. Quant à Ethan, après avoir confié les rênes de son entreprise à David, il s'est complètement éloigné du monde des affaires. Il a choisi de passer le reste de sa vie à participer à des projets caritatifs avec sa petite famille et à profiter des joies simples et tranquilles qu'il avait autrefois négligées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, tous les trois Ethan, Anna et Diego étaient assis autour de la table du dîner dans leur maison brillamment éclairée. Dehors, la neige avait commencé à tomber, chaque flocon atterrissant doucement sur le toit comme si l'hiver lui-même murmurait en paix. Diego était assis au milieu, discutant entre deux bouchées de sa journée à l'école. Il rit, les joues roses de chaleur. Anna regarda son fils, enroulant doucement ses doigts autour de la main d'Ethan. Ethan sourit, repoussant les cheveux de Diego de son visage. « Alors, comment trouves-tu la nouvelle maison, petit ?» Diego hocha la tête, les yeux brillants. « C'est chaleureux, comme s'il y avait un feu dans mon cœur, comme avoir un père. » Ethan ne dit rien, il serra simplement doucement la main de Diego. S'accrocher à tout à la fois, le présent, le passé et la promesse de ce qui nous attend. Le petit bol de sel sur la table scintillait doucement sous la lumière, n'étant plus un symbole de difficulté mais la saveur de la vérité, de la famille enfin retrouvée. Le premier printemps après ce long et sombre hiver est arrivé aussi doucement qu'un souffle. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres en bourgeons, projetant une lueur chaleureuse sur la route étroite menant au quartier autrefois négligé, désormais transformé en un lieu propre, accueillant et rempli de rire. Dans le petit parc à côté de la maison d'Anna, Ethan a organisé un festival spécial pour les mères célibataires et leurs familles. De longues tables étaient habillées de nappes blanches, avec des pâtisseries faites maison, des jeux traditionnels et une petite scène construite à partir de bois de récupération. Les rires des enfants résonnaient dans l'air. Les adultes se sont réunis en petits groupes, partageant des histoires. Ethan est monté sur scène. Derrière lui se trouvait un grand panneau sur lequel on pouvait lire « Inauguration de la Fondation Diego pour les enfants sans voix ». Il l'a fait court. J'avais autrefois tout, argent, statut, réputation. Mais j'ai perdu la chose la plus importante, la famille. Aujourd'hui, je choisis de recommencer, un jour à la fois, avec vous tous et pour vous tous. La foule a éclaté en applaudissements. Parmi les rangées de chaises, Anna était assise avec Diego et Selena. Le visage d'Anna s'adoucit, ses yeux brillèrent. Lorsque le programme s'est arrêté pour une pause, Selena s'est levée et s'est dirigée vers la scène, tenant un cadeau emballé dans du simple papier brun. « Je ne suis pas douée pour parler devant les gens, » dit-elle, les yeux rivés sur Diego. « Mais aujourd'hui, je veux rendre quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps. » Elle a tendu à Diego un petit cadre en bois. À l'intérieur se trouvait le tout premier dessin que le petit garçon avait donné à Ethan, plastifié et bordé de tissu fleuri, cousu à la main par Selena elle-même. Diego a dessiné ça alors qu'il avait de la fièvre. C'est une maison avec des lumières aux fenêtres et deux adultes. Quand il s'est réveillé, il m'a demandé, « Mademoiselle Selena, pourquoi ai-je rêvé d'avoir un papa ?» Je ne savais pas comment lui répondre. Selena se tourna vers Ethan, son sourire teinté de tristesse mais paisible. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de rêver, car son père est là. Ethan s'avança et serra doucement Diego dans ses bras, ses mains tremblantes. Anna posa sa main sur son épaule, sans rien dire. Personne n'a pleuré, mais leurs yeux brillaient. Ethan et Anna se tenaient à proximité, main dans la main, la regardant avec un contentement silencieux. La lumière du soleil printanier filtrait à travers les arbres, projetant une douce bénédiction dorée sur leurs épaules. La voix d'Ethan résonna comme un souvenir, prononcé à voix haute. Il ne manque pas de douleur dans ce monde. Mais parfois, un acte gentil, un mot honnête, peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Et à partir de ce jour, personne n'a été laissé pour compte. Parfois, une lettre qui n'arrive jamais à destination peut encore changer le cours d'une vie. Mais le véritable miracle est le suivant, si une seule personne ose se lever, la vérité a encore une chance d'être entendue. L'histoire d'Anna, Diego et Ethan ne parle pas seulement de justice. C'est un rappel que chacun de nous peut être une petite lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre.
Même si nous avons déjà perdu notre chemin. Là où il y a de l'amour, il y a toujours un chemin de retour. Que pensez-vous de ce que Nora a fait? Si c'était toi, pourrais-tu pardonner à un cousin comme ça? Et si vous avez déjà écrit un appel à l'aide silencieux, espériez-vous que quelqu'un l'entendrait? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce voyage. Si vous êtes une mère, ou simplement une femme qui a déjà été blessée, allez-vous bien maintenant? Prenez une gorgée d'eau tiède. Frottez-vous doucement les mains. Hydratez votre peau. Alors permettez-vous de vous reposer. Parce que demain, tu seras à nouveau douce. Et fort, comme tu l'as toujours été.